Bonjour, 14 janvier 2017. Je vais vous parler de certains aspects du Maghreb que vous n'aurez probablement entendu nulle part. La pauvreté au Maghreb, la violence de l'islam, une contradiction absolue de l'islam et la vie politique normale du Maghreb. La pauvreté du Maghreb. Pourquoi le Maghreb est pauvre? C'est assez simple parce que les pays du Maghreb ont longtemps été des pays d'analphabètes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Un pays pauvre, c'est en général un pays d'analphabètes, et un pays riche, c'est en général un pays à très haut niveau d'instruction. Le Maghreb, les Maghrébins aujourd'hui savent lire et écrire. On est à 90% d'alphabétisés aujourd'hui pour les jeunes de 20 ans, aujourd'hui en 2017 donc, à peu près en moyenne pour les trois pays du Maghreb. On est déjà la seconde génération qui sait lire et écrire. La première génération qui sait lire et écrire commence le développement. Le pays commence à s'enrichir, mais comme il continue à faire beaucoup d'enfants, que les enfants ne meurent plus en raison du début du développement, on a l'impression d'une stagnation ou même d'un appauvrissement. Les parents doivent maintenant s'occuper de 7 enfants plutôt que de 2 ou 3, parce qu'avant, je suppose que beaucoup de ces enfants mouraient. La seconde génération qui sait lire et écrire fait maintenant un peu plus de 2 enfants, donc le développement économique peut commencer et nous assistons maintenant à une montée en puissance extrêmement rapide économique du Maghreb, des trois pays du Maghreb. Ça va aller très très vite, très très loin. Le niveau de vie que peuvent atteindre les Maghrébins devrait correspondre à celui des Italiens à peu près. Donc ça devrait être, sauf accident majeur, guerre civile ou catastrophe économique gigantesque, j'imagine qu'on aura des taux de développement de 5% par an, mais je ne sais pas à quelle date précise les pays du Maghreb seront au même niveau que l'Italie. Et ça ira très très vite. Je vais vous parler maintenant de la violence des pays d'islam. On a depuis, je crois, une quarantaine d'années, beaucoup de violences venues des pays d'islam. Et c'est lié à l'alphabétisation en fait. La première génération qui sait lire et écrire, non seulement commence au développement, mais entre en politique, veut changer les choses. Donc c'est l'entrée en démocratie, et ça se fait souvent dans la violence. Dans le cadre des Maghrébins ou des musulmans, c'est par l'islam radical, mais vous regardez la Révolution anglaise, la Révolution française, russe, chinoise, le protestantisme en Allemagne, le génocide au Cambodge, sans doute au Rwanda. La violence, elle est là. Toutes ces révolutions, ces génocides et le protestantisme sont liés à l'alphabétisation des peuples. Un historien anglais, je crois qu'il s'appelle Lawrence, écrit à l'anglaise, Stone, S-T-O-N-E, a remarqué que quand 50% des hommes jeunes d'un pays savaient lire et écrire, eh bien, le pays entrait en ébullition idéologique et entrait en politique en quelque sorte, de façon passionnée et souvent violente. Donc dans les pays musulmans, la passion du peuple se fait dans le cadre de l'islam. L'islam radical est lié à l'alphabétisation de masse. Et il y a pas mal de rapports entre les Arabes, les musulmans et les Allemands quand ils passent au protestantisme. J'en reparlerai dans la vidéo. Les pays musulmans produisent de la violence, non pas parce qu'ils sont musulmans, ça n'est pas lié à l'islam. C'est lié donc à l'alphabétisation. Alors comparer la violence des Maghrébins, il y a des Français qui méprisent les musulmans, qui ont très peur de l'islam, qui accusent l'islam d'être monstrueux, donc en comparaison à ce que nous sommes maintenant, mais comparer la violence des Maghrébins d'aujourd'hui à celle des Français d'aujourd'hui, c'est une imposture. Il faut comparer la violence des Maghrébins des 20-30 dernières années à la violence que nous avons eue, nous les Français, au moment de la Révolution française. Donc au moment de la Révolution française, nous avons fait d'épouvantables massacres de catholiques contre-révolutionnaires, ici en France. Donc on n'a pas de leçon d'humanité à donner aux Maghrébins. Je crois qu'au minimum, nous avons été au moins aussi violents que les Maghrébins, et je crois même que nous avons été plus violents que les Maghrébins.
Voilà pour la violence de l'islam, c'est lié à l'alphabétisation, et les musulmans sont plutôt moins violents que les Russes, que les Allemands, que les Cambodgiens, que les Chinois, que les Français et que les Rwandais. Hein, on n'a pas vraiment on n'a pas à reprocher à l'islam d'être le problème. Maintenant, je vais vous parler d'un problème absolu qui se pose à l'islam, qui devrait changer énormément de choses. Donc, aujourd'hui, on en est à la seconde génération qui sait lire et écrire. Je parle toujours en gros. Ça veut dire aussi que le jeune maghrébin d'aujourd'hui sait lire le Coran. Ça fait déjà une génération, mais la seconde génération sait lire le Coran. Comme c'est la seconde génération qui sait lire et écrire. Comme c'est la seconde génération qui sait lire et écrire, elle est beaucoup plus calme que la première génération qui, elle, se déchaîne. C'est la génération de la guerre civile en Algérie. Elle est beaucoup plus calme, donc elle peut maintenant s'ouvrir aux faiblesses du Coran. Donc je n'y connais rien. Si l'islam se base sur le Coran, ce serait un texte dicté par Dieu, donc absolument parfait et que l'on ne peut bien sûr pas remettre en question. Et si le Coran a des faiblesses, que les Maghrébins d'aujourd'hui savent lire, donc ils lisent le Coran, juste tant que les gens étaient analphabètes, ils ne pouvaient pas lire le Coran. Si on leur disait que c'était un texte sacré, parfait, ils le croyaient. Donc maintenant, les Maghrébins peuvent lire le Coran, peuvent lire les faiblesses du Coran. Et si le Coran est censé être un texte parfait, ça fait s'effondrer, à mon avis, non seulement le Coran, mais si l'islam se base sur le Coran, ça fait s'effondrer l'islam. Les Maghrébins d'aujourd'hui pourraient bien, les Maghrébins pourraient bien commencer à abandonner l'islam dans 20 à 40 ans. Vous comprenez le scénario? Donc les Maghrébins sont capables de lire et écrire, ils sont capables de lire le Coran. La première génération y va à la passion et devient fondamentaliste musulmane, religieuse. La seconde génération s'est déjà calmée, regarde les contradictions du Coran, et elles sont tellement importantes qu'il est probable que l'islam va s'affaiblir énormément et peut-être disparaître. Donc nous, en France, nous mettons la pression sur les musulmans. Nous leur montrons les faiblesses du Coran ou ses monstruosités. Et quand les musulmans refusent de voir cela, les musulmans de France refusent de voir cela, nous les accusons d'être des monstres ou d'être malhonnêtes. Et c'est simplement parce qu'ils ne peuvent pas supporter ces contradictions. Nous leur demandons en quelque sorte d'abandonner l'islam, d'abandonner leur religion brutalement, c'est absolument impossible. Un musulman qui refuse de voir les faiblesses du Coran n'est pas un hypocrite, c'est quelqu'un qui n'en est pas capable, parce que c'est un choc trop important. On n'a pas à demander des choses trop fortes à des étrangers, ou à l'équivalent d'étrangers. On n'a pas à demander aux musulmans de renier brutalement leur texte sacré. Donc ils vont l'abandonner avec le temps. L'islam, je crois, est trop contradictoire avec le fait qu'il soit un texte dicté par Dieu. Et leur mettre la pression, les critiquer sans arrêt autour de l'islam, c'est les raidir. Au lieu de développer un petit peu à la fois une critique de l'islam, une critique du Coran, à leur rythme en fait, eh bien nous amenons à se raidir, à refuser de voir la réalité, et nous y perdons tous. Les Maghrébins de France vont abandonner l'islam dès qu'ils seront capables de vivre sans Dieu. Donc laissons-les mûrir à leur rythme, si c'est possible, si nous avons le temps. Je vais parler maintenant de ce que c'est que la vie politique avec la première et la deuxième génération alphabétisées. La première génération, vous avez normalement un parti traditionnaliste qui est le parti des analphabètes. Il est encore important. C'est le parti de la tradition, c'est le parti ça a toujours été comme ça, on continue comme ça. Vous avez un parti islamiste, c'est le parti de ceux qui viennent d'apprendre à lire et à écrire et qui veulent adapter le Coran à la lettre, qui veulent appliquer exactement les commandements du Coran. Comme c'est la première génération qui sait lire et écrire, on a une passion, on a un déchaînement.
que nous avons connu donc, il y a quelque temps. Vous avez déjà un parti démocratique, ceux qui savent lire, bien sûr, qui ne renient pas du tout l'islam, ils se définissent comme musulmans, mais ils refusent d'appliquer à la lettre le contenu du Coran. Et vous devriez avoir un parti occidentalisé, celui de l'argent, ou peut-être celui des très diplômés qui vont bien. Et eux sont attirés, peut-être attirés par l'argent, peut-être. Hein. En tout cas, on doit avoir une tendance, le parti occidentalisé, ça doit peut-être être le parti des plus diplômés. La seconde génération, donc 30 ans plus tard, en ce moment, donc, à mon avis, on a un parti traditionnaliste toujours, mais c'est affaibli beaucoup, puisque le parti traditionnaliste, c'est le parti des analphabètes. On en a toujours de moins en moins dans les pays du Maghreb, donc ce parti traditionnaliste devrait avoir de moins en moins de soutien. Vous avez toujours le parti islamiste qui devrait s'affaiblir, parce que la génération se calme déjà. Elle est beaucoup plus tranquille, donc l'hystérie islamiste ne cessera de s'affaiblir. Vous devriez commencer à avoir deux partis démocratiques, un parti démocratique musulman paisible, qui ne renie toujours pas l'islam, mais qui commence à s'en éloigner assez sérieusement. Et vous devriez avoir un autre parti démocratique qui s'éloigne de plus en plus ouvertement de l'islam et qui veut une démocratie adaptée aux Maghrébins. Ce sera quoi une démocratie adaptée aux Maghrébins? Qu'est-ce qu'on a remarqué? Donc, quand les gens savent lire et écrire, ils entrent en politique, ils se déchaînent pour établir un système politique qui correspond à leur mentalité. Les Français ou le bassin parisien en France donnent l'égalité et la liberté. Les Anglais donnent la liberté seule. Les Russes donnent le communisme. Et tout ça, ça vient du système familial, du type de famille qui est majoritaire dans le pays. Si les frères sont égaux, vous aurez une révolution basée sur l'égalité des citoyens, hein, comme en Russie, comme en France. Si le père est autoritaire, vous aurez le modèle allemand ou le modèle japonais ou le modèle russe. Hein, des sociétés de soumission, des sociétés qui se révoltent, qui changent complètement, mais qui restent des dictatures. Donc pour le Maghreb, le système familial, c'est les frères égaux, et c'est le père respecté mais lointain. Alors là, je ne sais pas trop ce que cela va donner. Normalement, on aura une démocratie égalitaire, genre Italie ou Espagne, et un chef qui serait à la fois respecté et relativement peu puissant. Ce serait peut-être ça l'équilibre démocratique des pays du Maghreb. Peut-être si le roi du Maroc pourrait peut-être devenir une sorte de roi constitutionnel, respecté mais impuissant, un peu comme au Royaume-Uni. Voilà, c'est la démocratie au Maghreb, ça devrait être l'égalité des frères, l'égalité des citoyens, les femmes demandant l'égalité après, et un chef, un président qui serait dont la caractéristique serait plutôt le prestige que le pouvoir. Et vous aurez toujours un parti occidentalisé, à mon avis, celui des plus diplômés qui vont bien, de plus en plus nombreux, donc de plus en plus puissants, parce qu'ils ne sont peut-être pas forcément nombreux ou très nombreux, mais ils ont l'argent, ils ont le niveau d'instruction. Et on a, je crois, des très diplômés pauvres au Maghreb. Rien n'indique qu'ils feront une révolution en faveur de tous, c'est-à-dire en faveur des gens simplement alphabétisés. Pour les partis régionalistes, je n'y connais rien, hein, je le répète, donc je pense qu'on peut avoir une division qui peut être extrêmement grave. Là, je vous parle au moment où la Catalogne se sépare de l'Espagne. Un critère important pour savoir si cette division est irrésistible ou pas, c'est les mariages entre les deux groupes humains. S'il n'y en a pas, on peut supposer que ça ira très mal. Par contre, donc, je crois que c'est une division arabe-berbère, arabe-kabyle, arabe-berbère. Les deux, les Arabes et les Berbères, ont une mentalité d'égalité, donc il suffirait en gros de donner les mêmes droits à la minorité, mais de faire que les deux peuples se mélangent beaucoup, et comme ils voient tous les deux, hein, comme ils ont tous les deux la mentalité d'égalité, ils devraient finir par s'accepter les uns les autres et par fusionner.
C'est de l'ordre du possible. Si le groupe majoritaire passe son temps à persécuter et à massacrer le groupe minoritaire, là, ça peut aller beaucoup plus mal. Mais je pense que si c'est bien fait, il n'y a pas d'opposition irréductible entre la majorité en Algérie et la minorité. Voilà, salut.